Et Pierre Murat va répondre aux questions du président Frank Van Klemput. Alors merci Monsieur le Professeur de bien avoir voulu éclairer nos débats avant d'aborder non plus cette fois le financement, mais les questions de représentation des personnes vieillissantes. Alors première question, pouvez-vous nous rappeler succinctement quelles étaient les grandes lignes de la loi du 5 mars 2007, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais essayer, ce sera un éclairage modeste. Préalablement, peut-être une remarque sur le contexte général. Dans le Code civil, la protection des majeurs est à la fois un devoir des familles et un devoir de la collectivité publique. Et ces deux devoirs entretiennent des rapports qui ne sont pas très simples. Le devoir des familles est en principe premier, ce qui veut dire que le devoir de la collectivité est subsidiaire. Mais dans un contexte de vieillissement de la population, ce devoir des familles qui est premier devient évidemment de plus en plus lourd. Et le rôle de la collectivité, incidemment, s'en trouve donc modifié. Donc cette idée de subsidiarité aujourd'hui est un peu revisitée et certains font valoir que peut-être que la complémentarité serait une meilleure notion entre ces deux rapports que sont le devoir des familles et le devoir de la collectivité publique. Alors bref, les familles, pour qu'elles tiennent leur rôle, mériteraient peut-être d'être davantage aidées, davantage soutenues par la collectivité publique, ce qui évite à revoir ces deux devoirs et le rapport qu'ils entretiennent l'un à l'égard de l'autre. Sur la loi du 5 mars 2007, au premier abord, la loi pourrait passer pour avoir peu innové puisque les modes de protection sont restés grosso modo assez stables. On y retrouve la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle que vous connaissez bien. Mais cette permanence cache en réalité un réel renouveau. Le nouvel esprit de la protection se retrouve en synthèse dans deux nouveautés essentielles. L'instauration de principes directeurs sur lesquels on reviendra comme guide des décisions judiciaires, la nécessité, la subsidiarité, la proportionnalité, qui sont retenus à l'article 428. Mais ces principes irriguent l'ensemble du système, l'équilibre du système et sont donc essentiels. La deuxième nouveauté, c'est l'introduction du rôle de la volonté individuelle, notamment avec le mandat de protection future qui est profondément novateur et dont on reparlera également. Plus largement, derrière ces idées, le législateur a eu deux objectifs. Premier objectif, corriger certaines dérives de la protection des majeurs. Pour cela, on a essayé de replacer le majeur au centre du régime en lui conférant des droits renforcés et en réaffirmant la priorité familiale que le juge doit appliquer dans son choix du tuteur ou du curateur. Second objectif, répondre à l'inflation des mesures de protection judiciaire. Il s'agit donc, pour le dire simplement, de déjudiciariser autant que possible le système. Alors d'une part en aménageant au mieux les procédures devant les tribunaux, mais d'autre part aussi en créant des mesures d'accompagnement pour les personnes qui relèvent davantage d'une prise en charge sociale que d'une protection civile. On en redira un mot aussi. Ces objectifs étaient somme toute indispensables à la refondation d'un système dont on constatait qu'il ne pouvait se pérenniser et qui produisait de surcroît des situations assez critiquables. Alors, cette loi de 2007 fait l'objet d'une longue gestation. Elle a soulevé beaucoup d'espoir. Vous venez de le dire en retraçant les grandes lignes. Elle a aujourd'hui 10 ans, 8 ans d'application. Est-ce qu'on peut désormais en dresser un bilan ? Oui, on peut grosso modo en dresser un bilan. Notamment, cet état des lieux a été fait récemment, en septembre 2016, par deux rapports assez importants. Et ce bilan, il est un peu décevant par rapport évidemment aux ambitions de départ qui étaient celles du législateur de 2007. Deux rapports, donc d'abord un rapport de la Cour des comptes, et le titre même du rapport donne le ton, la protection juridique des majeurs, une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante. En substance, donc, la loi de 2007 réalise un indéniable progrès en termes juridiques, mais la mise en œuvre n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, si on reprend deux objectifs essentiels que j'ai déjà un peu annoncés tout à l'heure, la déjudiciarisation et la priorité familiale, sur l'un et l'autre de ces enjeux, le bilan est mitigé. Sur la déjudiciarisation, la réforme n'a pas réussi à inverser la courbe de l'ouverture d'un régime de protection judiciaire. Si on regarde rapidement quelques nombres, le nombre des mesures de protection ouvertes chaque année continue de croître,
Le rythme de croissance est plus rapide même qu'avant la réforme. Le taux de croissance annuel est de 5% depuis 2009 contre 4,4% avant cette date. Ça veut dire que depuis 2013, ce sont plus de 70 000 nouveaux majeurs qui sont placés sous tutelle ou sous curatelle chaque année. Et si on regarde maintenant le stock des mesures, ce stock est quant à lui assez mal connu. Le chiffre global est sujet à débat. Le rapport établit qu'environ 700 000 personnes feraient aujourd'hui l'objet d'une mesure restrictive de liberté décidée par un juge. Et surtout, ce qui est important, c'est que les majeurs protégés font pour la plupart l'objet des mesures les plus lourdes, et on y reviendra parce que je crois que c'est un problème. 53% des majeurs sont en tutelle et 43% en curatelle renforcée. En outre, contrairement à une idée reçue, les majeurs protégés sont relativement jeunes, puisque plus de 60% des majeurs protégés de sexe masculin ont moins de 60 ans. Alors, la Cour des comptes, à l'issue de tous ces constats, note un décalage entre l'esprit, les objectifs de la loi de 2007 et la réalité, puisqu'en fin de compte, c'est à peu près 95% des majeurs vulnérables qui font l'objet des mesures les plus restrictives de liberté, tutelle ou curatelle renforcée. Et en tout cas, donc, le bilan, c'est que la volonté du législateur de freiner la croissance du nombre des mesures judiciaires a échoué. Alors sur le second point, sur la priorité familiale, qui était un autre objectif de la loi de 2007, c'est-à-dire de favoriser des mesures entre époux, ou surtout des curatelles ou des tutelles d'origine familiale, la traduction, là aussi, reste assez incertaine. La part de la gestion familiale dans les mesures nouvelles ouvertes chaque année par le juge a presque continuellement reculé depuis 2009. Elle était de 48% en 2009, elle n'est plus que de 46% en 2015, et ça veut dire que plus d'une mesure nouvelle sur deux est confiée à un mandataire professionnel. Donc le rapport estime que la cause de ce recul tient essentiellement à l'insuffisance d'un soutien efficace aux tuteurs familiaux, et le rapport recommande d'amplifier les dispositifs de soutien aux tuteurs familiaux, d'aider la famille. Autrement dit, il serait intéressant que l'État s'engage davantage dans cette aide à l'égard des tuteurs ou des curateurs familiaux. En conclusion, donc sur le rapport, globalement, la gestion concrète des mesures de protection par les curateurs ou les tuteurs est jugée préoccupante, ce qui n'est pas un bilan très positif, c'est le moins qu'on puisse dire. La qualité de gestion est trop disparate, notamment à cause du faible niveau de contrôle des mesures judiciaires. Et l'on constate un décalage très important entre l'office du juge tel qu'il résulte du Code civil et la réalité des moyens des juges pour assumer cet office. Donc, globalement, la Cour des comptes estime qu'une amélioration pourrait être réalisée à législation constante, ou presque, et que c'est finalement du côté de la mise en œuvre qu'il faut surtout progresser. Alors merci pour ces éléments de réponse. Vous venez de nous parler du rapport de la Cour des comptes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le rapport du Défenseur des droits qui abordait également la même question ? Alors, le rapport du Défenseur des droits donne finalement un tout autre éclairage. La ligne directrice du rapport est constituée par l'examen de la conformité du droit positif français aux engagements internationaux en matière de droits de l'homme, et notamment au regard de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, convention de l'ONU qui est entrée en vigueur en France en 2010. Or, l'article 12 de la Convention véhicule l'idée que l'accompagnement de la personne doit l'emporter sur les restrictions à la capacité. Et notamment, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies donne une lecture maximaliste de cet article 12. Le comité invite carrément à changer de système. Il milite pour un système de prise de décision assistée, donnant la priorité à la volonté et aux préférences de la personne handicapée, plutôt qu'un système de décision substitutive type tutelle, c'est-à-dire fondé sur la représentation et fortement donc incapacitant. Alors le Défenseur des droits s'est emparé de cette ligne et sur la base de ces constats, il invite à faire évoluer le modèle français des majeurs protégés.
Concrètement, ça veut dire que la mise en place d'une mesure de représentation devrait être réservée aux seules hypothèses dans lesquelles la personne se trouve dans l'impossibilité totale d'exprimer sa volonté ou ses préférences. Dit brièvement, ça veut dire en France que le recours à la tutelle ne devrait être que très exceptionnel. Évidemment, ce n'est pas le cas, je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. De là découle toute une série de propositions. Pour la plupart, ces propositions du défenseur s'inscrivent à peu près quand même dans les fils conducteurs de la loi de 2007, mais il n'en demeure pas moins que les droits de l'homme révèlent ici un fort potentiel subversif auquel on est peu habitué dans la matière. Alors sans doute conviendra-t-il de trouver à l'avenir l'équilibre. Il ne faudrait tout de même pas aller trop loin et ne pas faire preuve d'angélisme. Il est certain qu'il ne faut pas non plus, à l'inverse, négliger ce sillon qui ne manquera pas d'être exploité à l'avenir. Alors, dernière question, monsieur le professeur, succinctement, puisque malheureusement, vous le savez, le temps nous est compté. Mais c'est une question importante, puisqu'on va l'aborder dans notre quatrième proposition essentiellement. Quelles vous paraissent devoir être les lignes essentielles aujourd'hui d'une législation sur les majeurs protégés ? Alors, c'est une vaste question. Essentiellement, on peut résumer à travers peut-être 3 axes. D'abord, il faut que la législation fasse une offre large. Ensuite, il y a un réel besoin d'outils d'anticipation. Et enfin, la sécurité juridique est évidemment indispensable. Rien de très neuf à travers tout ça. Le besoin d'abord d'une offre institutionnelle large. Le constat de base, c'est évidemment que de multiples facteurs structurent les situations dans lesquelles on a besoin de la protection d'un majeur. Vous connaissez bien ces éléments qui peuvent être structurants. Ça peut être d'un côté un besoin d'accompagnement juridique ou qui est opposé au contraire à un besoin d'accompagnement social et budgétaire. La personne peut tantôt être entourée, tantôt au contraire isolée. Tantôt une gestion familiale est possible, tantôt il faudra une gestion institutionnelle. Parfois il y a entente familiale, parfois le contexte familial est tendu. Dans certains cas, ce sont des besoins d'ordre patrimoniaux, dans d'autres, c'est juste d'ordre personnel. Il y a parfois des besoins ponctuels, d'autres fois, sur le long terme, au contraire. Bref, il faut répondre à toutes ces situations et donc il faut une très large offre institutionnelle qui soit proportionnée à toutes ces situations, offre ni insuffisamment protectrice, ni excessivement incapacitante. Alors je crois que la palette, grosso modo, elle est dans notre droit. La difficulté essentielle, c'est de bien faire fonctionner cet ensemble. Alors 2 remarques sur la diversité, justement offertes par la loi de 2007. J'évoquais tout à l'heure d'abord l'opposition entre des mesures d'accompagnement et des mesures de protection. En effet, la loi a cherché à mieux distinguer entre la situation d'un côté où le majeur souffre d'une altération des facultés mentales ou corporelles et de l'autre, au contraire, où c'est simplement qu'il ne gère pas bien des prestations sociales et que par là, il compromet sa santé ou sa sécurité. Alors, ces dernières situations ne relèvent pas vraiment d'une protection, au départ au moins peut-être, mais plutôt de mesures d'accompagnement social personnalisées, mesures administratives, ou, en cas d'échec, de mesures d'accompagnement judiciaire, l'ancienne tutelle aux prestations familiales. Et cette personne, à ce moment-là, n'est pas dans une situation d'incapacité. Bref, il faut utiliser de manière complémentaire, d'un côté, ces mesures de pure gestion budgétaire et de l'autre, des mesures civiles. Deuxième remarque, si on est sur des mesures de protection d'ordre civil, je reviens à l'importance des principes directeurs de l'article 428 dont je parlais tout à l'heure. Nécessité, subsidiarité, proportionnalité, ce sont des guides essentiels et ce sont des guides tout à fait adéquats. La difficulté, c'est évidemment leur application. La mise en œuvre d'une protection civile implique une appréciation du degré d'altération des facultés de la personne à protéger et la difficulté va consister à trouver le bon régime, en quelque sorte, à mettre en regard. Il va falloir faire une pesée assez subtile entre les faits et les institutions qui sont offertes. Et ceci, je vous l'ai dit, est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la pression des droits fondamentaux se fait sentir. Donc il faut utiliser toute la palette de ce qui est offert dans la loi et sous cet angle, il faut peut-être penser à mieux utiliser 2 institutions. D'abord, la sauvegarde de justice, elle est souvent utilisée comme mesure préalable à une procédure de tutelle ou de curatelle pour le temps de la procédure. Peut-être faut-il ne pas oublier
l'article 433 qui permet un régime autonome de mandat judiciaire. Donc il y a cette utilisation possible qui est très peu en pratique, auquel on recourt très peu en pratique. Et le défenseur des droits d'ailleurs le souligne. Deuxième espoir, l'espoir mis sur l'habilitation familiale, vous savez, issue de l'ordonnance de 2015. Comme le rôle du juge est à minima, on peut penser que cela permettrait aussi en parallèle, dans d'autres situations, au juge de recentrer son activité sur les besoins de protection les plus lourds. Donc certaines propositions vont être faites d'ailleurs, je crois, dans quelques minutes pour cette meilleure recherche de proportionnalité entre ce qui est offert dans la loi et ce que sont les situations de fait. Second besoin, un besoin d'anticipation. La nécessité d'anticipation ressort du constat en négatif, en quelque sorte, des autres situations qui peuvent exister. En absence d'anticipation, il n'y a finalement que deux situations possibles. Première situation, rien n'a été fait, la personne est en état de vulnérabilité et l'acte a été passé. Le risque, évidemment, provient que ces actes sont alors fragiles. Ils pourront être attaqués, risque d'abus de faiblesse, vice de consentement, actes passés carrément en période d'insanité ou en période suspecte qui précède une mise sous curatelle, une mise sous tutelle ou même aujourd'hui un régime d'habilitation familiale. Bref, dans toutes ces situations, l'acte est contestable, il y a donc de très forts aléas sur la situation, on est dans l'hypothèse où l'insécurité est maximale. Deuxième situation possible, rien n'a été fait toujours, la personne est toujours en état de vulnérabilité, mais les actes à établir sont devant, encore, ils sont à venir. Évidemment, à ce moment-là, c'est la protection judiciaire qui sera mobilisée, c'est la seule possible, mais les inconvénients, c'est peut-être la longueur, la lourdeur, et puis encombrer le système alors qu'on vise à la déjudiciarisation. Bref, ces défauts invitent à se rapatrier sur la solution de l'anticipation. Alors l'anticipation, le droit positif la permet, mais le droit positif doit sans doute être amélioré. Vous allez, je crois, vous y employer. Deux moyens aujourd'hui surtout sont disponibles. Le premier moyen, c'est le mandat de protection future. C'était une innovation importante de la loi de 2007. Le succès escompté n'est pas au rendez-vous. On peut parler de semi-échec si on ne veut pas être trop négatif, évidemment. Et les notaires font ce constat pour diverses raisons. Un peu l'ambiguïté de ce qu'on peut faire à travers cette mesure, mais surtout les déficiences en matière de publicité sur lesquelles je crois qu'on reviendra, même si elles sont en train d'être partiellement réglées. Le second moyen qui peut être employé est moins connu peut-être, il est peut-être plus accessoire, mais il ne faut pas l'oublier. Parmi les outils d'anticipation, il y a la désignation anticipée d'un curateur ou d'un tuteur prévu par l'article 448, désignation de telle ou telle personne pour le cas ultérieur d'instauration d'un régime. Cette désignation s'imposera au juge, même si bien sûr le juge peut remédier à diverses difficultés. Ces deux outils, mandat de protection future, désignation anticipée, reposent évidemment sur la volonté de la personne. Ils ne sont pas susceptibles de tout régler, mais c'est quand même un incontestable progrès et les notaires ont un rôle important à jouer dans cet axe-là. Enfin, quelques mots, si j'ai encore le temps, sur le troisième et dernier axe qui me semble important, c'est le besoin de sécurité. C'est un besoin universel du droit, évidemment, mais deux remarques appliquées à notre sujet. Ce besoin de sécurité est fondamental dans la réussite d'une législation. On l'a vu avec ce semi-échec du mandat de protection future. L'insuffisance de la sécurité juridique semble bien être une des causes du semi-échec. On va y revenir, je crois. Et puis une remarque d'ordre plus pratique, le notariat a certainement un rôle important à jouer dans la bonne diffusion de la sécurité en matière de protection des personnes. L'objectif, je vous l'ai dit, globalement, passe moins par le juge à l'avenir. Il faut donc le relais d'autres professionnels pour mettre correctement en œuvre l'anticipation, la protection. Et le notariat est évidemment un corps idéal pour participer à cette mission de relais. D'abord, de facto, parce que le notariat reçoit, à l'époque où la personne a toutes ses capacités, reçoit beaucoup de monde, voit passer pour des contrats de mariage, des ventes immobilières, beaucoup de personnes, et donc il est dans une position où il peut sensibiliser en amont sur les besoins.
Et puis, cette seconde remarque, le notariat est un acteur de la sécurité juridique à part entière. L'acte notarié offre par lui-même des qualités du fait du conseil qui va nécessairement de pair. Et d'ailleurs, le défenseur des droits l'a noté puisqu'il propose que le mandat de protection future soit à l'avenir notarié. En conclusion, finalement, vous voyez, tout se tient à peu près dans ce secteur. La sécurité optimale passe sans doute aujourd'hui par la plus grande anticipation possible, qui est une des voies de la diversité, bien sûr, qu'il faut utiliser. Dans tout cet ensemble, je crois que le notariat a un rôle déterminant à jouer, à condition que les outils qui sont offerts soient bien faits. Dans cette optique, sans doute ne faut-il pas radicalement changer la législation, mais la parfaire. C'est ce à quoi vous vous employez d'ailleurs. Merci, monsieur le professeur, pour cet éclairage.